Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on pose souvent cette question « Tu fais quoi dans la vie ?» Comme si nous étions déterminés par notre métier et que rien d'autre ne comptait. Dans la société française, la réussite professionnelle se confond avec la réussite tout court. On présente encore des sexagénaires en mentionnant leur diplôme. Pas étonnant que le sujet du chômage soit un sujet sensible. Contrairement à certaines idées reçues, la majorité des personnes au chômage a envie de travailler. Mais retrouver le chemin de l'emploi n'est pas toujours simple, et plus ça dure, plus le retour à l'emploi est compliqué. Les acteurs de la compétence travaillent à créer un monde où chacun peut développer ses compétences pour trouver sa place dans le monde du travail. Pour mettre un coup de projecteur sur les transformations qui bouleversent notre secteur, nous avons créé le podcast Objectif Compétences. Je suis Christophe Ken, fondateur de Kilotoa et administrateur chez les acteurs de la compétence. Et je suis Antoine Amiel, fondateur de Learn Assembly et administrateur chez les acteurs de la compétence. Bienvenue dans Objectif Compétences. Dans ce troisième épisode, nous allons nous demander comment former les personnes éloignées de l'emploi en prenant à la fois en compte leurs aspirations personnelles et les réalités du marché de l'emploi. Depuis le déconfinement, on entend beaucoup parler des employeurs qui peinent à recruter. Les restaurateurs, les plombiers, les chauffagistes, les services d'aide à domicile. Tout le monde se plaint du manque de candidats et de candidates. Et les chiffres le confirment. Voici quelques statistiques, mais rassurez-vous, ce sera court. Selon la DARES, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques en France, en 2021, il y avait plus de 260 000 emplois vacants dans les entreprises de plus de 10 salariés. Et au cours des dernières années, ce chiffre n'a fait qu'augmenter. Au milieu de l'année 2019, il y en avait environ 200 000, et c'était déjà 2 fois plus qu'en 2008. Et quand on sait que l'étude de la DARES ne prend pas en compte les postes saisonniers dans l'agriculture, l'intérim, les particuliers employeurs, et donc que le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Car la France compte 2,4 millions de chômeurs. Sur le papier, les conditions sont donc réunies. Et cette situation est paradoxale, pour ne pas dire absurde. D'ailleurs, le nouveau plan d'investissement dans les compétences, annoncé par le gouvernement, a ciblé cet enjeu. Il comporte des mesures spécifiques pour les chômeurs longue durée, c'est-à-dire depuis plus d'1 an, car c'est l'un des angles morts du chômage. Si le taux de chômage est resté quasiment stable, autour de 8%, le chômage longue durée a lui beaucoup augmenté. Il concerne désormais 2,5% de la population active. Comme les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, les chômeurs longue durée se réinsèrent difficilement. Et c'est un enjeu de société majeur. Alors, comment ramener sur le chemin de l'emploi les personnes qui en sont le plus éloignées ? Et comment les former en prenant en compte à la fois leurs aspirations personnelles et les réalités du marché du travail. Avant même de parler des compétences, des métiers, parlons d'un sujet crucial, la confiance en soi. La formation à destination des demandeurs d'emploi aborde de plus en plus ce sujet et c'est une bonne chose. L'individualisation de la formation est une nécessité. L'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi ne passe pas que par la formation au sens strict du terme, c'est-à-dire l'apprentissage de compétences pour exercer un métier précis. Dans cet épisode, nous nous intéressons à 2 dispositifs, l'expérimentation Territoire zéro chômeur longue durée et l'association Y croire et agir. Leur fonctionnement et leur parti pris sont très différents, mais ils ont tous les 2 pour ambition de ramener vers l'emploi des personnes qui en sont éloignées, et ça marche. Pour comprendre comment les salariés de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée sont formés et quelle place la formation occupe dans ce dispositif, nous avons invité Hélène Bamogo. C'est elle qui est en charge de la formation au sein de cette expérimentation. Pour commencer, elle nous a fait une petite piqûre de rappel sur son objectif et son fonctionnement. C'est une expérimentation en vigueur depuis le vote de la loi du 29 février 2016 qui propose une expérimentation pour lutter contre la privation d'emploi sur 10 territoires en France. Le but est donc de proposer un CDI à toute personne volontaire au chômage depuis plus d'1 an. Ces chômeurs sont embauchés dans des entreprises créées dans le cadre de cette expérimentation et financées par l'État. C'est ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi, des EBE. Une entreprise à but d'emploi, c'est une entreprise de droit commun
qui est financé par l'activation des dépenses passives, c'est-à-dire les allocations qu'auraient pu toucher des personnes qui étaient auparavant privées durablement d'emploi et qui construisent leurs activités qui sont utiles au territoire à partir des compétences et des savoir-faire des personnes qu'ils ont recrutées, tout en veillant à la non-concurrence de ces activités sur le territoire en question. Les premières EBE ont vu le jour au début de l'année 2017. Leur durée de vie était limitée parce que cette démarche devait être expérimentée pendant 5 ans. Mais en décembre 2020, alors que la pandémie battait son plein, les députés ont voté en faveur de la prolongation de l'expérimentation sur 5 ans et surtout son extension à 50 territoires. Bien sûr, cette expérimentation est perfectible, comme toutes les expérimentations. Des ajustements sont nécessaires. Les débats sur son coût et l'insertion à long terme des personnes accompagnées continuent de faire couler beaucoup d'encre. Cependant, les députés, comme de nombreux acteurs, ont jugé qu'elle méritait qu'on lui donne sa chance. On est là au terme de 4 années et demie d'expérimentation effective. Pour les personnes privées durablement d'emploi qui ont pu obtenir un emploi suite à cette expérimentation, ça génère un certain nombre de bienfaits. On va dire déjà le fait de pouvoir retrouver une activité économique, de pouvoir retrouver une certaine dignité aussi, de pouvoir reprendre confiance en eux. Le chômage, surtout quand il dure, a des répercussions sur la santé mentale. Parce que c'est éprouvant d'enchaîner les refus, ou même de ne pas recevoir de réponse à ses candidatures. Parce que le chômage isole. Il n'est donc pas rare que les demandeurs d'emploi se dévalorisent. Mais alors comment ramener vers le chemin de l'emploi ces personnes ? La confiance en soi, c'est fondamental. Pour Pierre Gattaz, redonner confiance aux personnes éloignées de l'emploi est une première étape nécessaire. C'est précisément pour cette raison que l'ancien président du MEDEF a créé l'association Y croire et agir. J'ai créé cette association Y croire et agir plus exactement, qui vise en effet à prendre des gens déstabilisés, fragiles, souvent au chômage, à les aider à reprendre confiance en eux, à retrouver une estime d'eux-mêmes, car souvent c'est des années de chômage en galère, etc., avec des refus d'emploi, eh bien les gens sont un peu désespérés à vrai dire. Et on les redresse, on leur redonne de la confiance, de l'estime d'eux-mêmes, on leur apprend à parler. Concrètement, l'association Y croire et agir organise des formations courtes. Ce parcours pédagogique a été expérimenté auprès de 4 promotions dans des zones rurales et périurbaines des Hauts-de-France. Il y a 3 jours pour lever les freins, lever les peurs, de formation par groupe de 20 personnes, un peu plus parfois. Et puis ensuite, il y a 3 semaines de formation pour les plus motivés, où là, on fait des jeux de rôle, on leur apprend à s'exprimer, on leur apprend à rentrer dans leur projet d'entreprise pour qu'ils aient tous les atouts pour ensuite faire des formations complémentaires éventuellement pour savoir techniquement gérer une marge, définir un prix de vente, un prix de revient, etc. Moi, mon rôle, c'est de les rencontrer, souvent la première journée, c'est de les écouter beaucoup, c'est de leur témoigner, de faire un témoignage de chef d'entreprise que je suis, que tout le monde est capable de faire quelque chose de sa vie quelque part. Et que même s'ils ne créeront pas leur entreprise, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils pourront retrouver de l'employabilité. On se retrouve avec des gens qui veulent tous créer quelque chose, mais qui ne sont pas forcément capables et qui n'ont pas forcément le projet en main ou la motivation de le faire durablement. C'est dur de créer une entreprise. Et donc, en fait, ce qui est très important pour nous, c'est qu'ils se mettent en position et dans l'état d'esprit de créer une entreprise pour éventuellement retrouver un job. Et ce qu'on apprend en soft skills, de comportement, d'arriver à l'heure à un rendez-vous, de regarder droit dans les yeux son interlocuteur, de parler calmement, de répondre aux questions, de s'habiller correctement, etc. C'est vraiment les soft skills qui leur permettent de franchir une étape importante. Et c'est ça qui est important. Donc, soit ils vont jusqu'à l'entreprise, et ça c'est formidable, ils créent leur propre entreprise, leur propre emploi, soit ils se retrouvent employables et dans une condition de trouver un emploi. Pour Pierre Gattaz, la sensibilisation à l'entrepreneuriat est un outil qui permet de remettre les personnes sur le chemin de l'emploi. C'est ce qu'il a pu constater avec l'association Les Déterminés. En 2014, il a aidé Moussa Camara à créer un programme destiné aux habitants des banlieues et des milieux ruraux qui mise lui aussi sur l'initiation à l'entrepreneuriat. Ce qui est extrêmement important, c'est la niaque. Et je vois dans les déterminés, c'est-à-dire les jeunes des quartiers qu'on a aidés pendant 5 ans, ils avaient tous la niaque et la grande majorité ont créé leur entreprise. Il y a 30% qui ont créé leur entreprise, 30% qui ont retrouvé un emploi et 30% qui sont repartis en formation. Pour aider les personnes à retrouver le chemin de l'emploi, l'association Y croire et agir part des projets des participants et des participantes.
C'est ce que Pierre Gattaz appelle leur petite flamme. Il y a des petites flammes positives du type « moi je rêve d'être cuisinier depuis toujours ou d'avoir un salon de coiffure depuis toujours ». Et là c'est très bon parce que ça les porte, ce projet les porte, soit pour créer leur entreprise, soit pour être employable dans un salon de coiffure d'ailleurs. Ou alors c'est des passions négatives du type « je déteste la pollution ». J'avais rencontré une jeune femme qui me disait « moi je trouve ça horrible le plastique sur les plages, les bouteilles de machin, etc. Et donc je veux créer une entreprise pour aider à ne plus avoir de bouteilles de plastique sur les plages, etc. » Bon, donc elle réfléchissait à un concept et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc on leur fait travailler sur leur passion ou ce qui les anime, ce qui les fait lever le matin quelque part, ou leur passion négative, c'est-à-dire leur colère. Et les deux peuvent engendrer une motivation très forte. Un projet, ça peut être un moteur interne très fort. L'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée a aussi l'ambition de partir des compétences et des envies des bénéficiaires pour créer des activités sur mesure. Sur chaque territoire, c'est le comité local qui est chargé d'identifier leur profil. C'est important de rappeler comment le comité local appréhende les personnes qui sont privées durablement d'emploi. On se base sur les compétences et les savoir-faire des personnes. Donc à ce titre-là, le comité local, quand il rencontre les personnes privées durablement d'emploi, il va poser 3 questions. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et qu'est-ce que vous acceptez d'apprendre? Et c'est à partir des compétences qui sont identifiées qu'on construit des activités. C'est sur la base de ces choses-là que, du coup, les personnes sont amenées à peut-être identifier des points d'amélioration qu'ils pourraient avoir à faire et, du coup, de se former en conséquence. Très concrètement, on peut mettre en place une activité à partir des compétences qu'on a, mais dans la qualité d'intervention ou pour être encore plus performant ou plus confortable par rapport aux actions développées, du coup, la formation peut être une possibilité, en tout cas, pour essayer d'améliorer tout ça. Les responsables des comités locaux doivent prendre en compte de nombreux paramètres. Par exemple, les services proposés par les EBE doivent répondre à un besoin identifié sur le territoire, pallier un manque et surtout, les EBE ne doivent pas concurrencer les entreprises locales. C'est pour ces raisons que sur chaque territoire, le comité local doit travailler étroitement avec les acteurs locaux, les politiques, les entreprises et bien sûr les organismes de formation. Les besoins en formation, ils sont identifiés à la fois par la direction, mais également par les salariés eux-mêmes, en fait, qui évoquent des besoins particuliers. Après, le comité local pour l'emploi peut identifier aussi des besoins sur le territoire en lien avec les entreprises locales qui peuvent faire état justement de difficultés de recrutement sur des postes spécifiques et qui peut amener soit des personnes de la liste d'attente pour entrer en EBE, soit des personnes qui sont directement salariées, de pouvoir s'adapter à l'emploi qui du coup est disponible sur le territoire. Les salariés peuvent suivre une formation en amont de leur embauche. Ils peuvent notamment passer par des dispositifs comme l'action de formation préalable au recrutement, qui promet de combler l'écart entre les compétences de la personne et celles demandées par l'emploi. Une fois embauchés, les salariés suivent également des formations. Pour Hélène Bamogo, c'est un vrai plus. Il y a maintien de la rémunération, donc ce qui est un avantage pour des personnes qui, si elles étaient restées avec le statut de chômeur, en fait, n'auraient pas pu y prétendre. Parce que se former quand on est au chômage, c'est avoir à faire des choix un peu économiques. Ça coûte de manière supplémentaire aux personnes. Ça coûte en frais de déplacement, en mode de garde pour les enfants. Ça peut être des nuits d'hôtel à payer. Et pas forcément une indemnité qui permet de couvrir la totalité de ces frais. Donc l'avantage d'être en emploi et d'être formé, c'est d'avoir une formation qui s'adapte vraiment aux besoins de la personne et du développement de l'activité, mais également d'être suffisante pour pouvoir permettre à la personne de ne pas avoir à faire de choix économiques entre choix économiques et développement des compétences. Le développement des compétences n'est pas l'objectif premier de l'expérimentation, mais le fait d'être en poste permet d'acquérir des compétences et facilite l'accès à la formation. Ça permet donc d'améliorer leur employabilité. L'expérimentation en tant que telle, ce n'est pas la montée en compétences, c'est donner un emploi aux personnes qui sont privées durablement d'emploi. La possibilité pour quand les personnes privées durablement d'emploi obtiennent un emploi, ça leur permet au moins de se stabiliser, parce qu'il faut rappeler quand même en moyenne, les personnes qui sont salariées dans les entreprises à but d'emploi ont été privées d'emploi depuis en moyenne 48 mois. Donc ça veut dire que là, on leur donne la possibilité
de se stabiliser. Une fois qu'ils ont récupéré confiance en eux et qu'ils sentent qu'ils peuvent aller en formation, ça leur permet d'y aller. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le fait d'être en emploi facilite le fait d'aller en formation. On maintient la rémunération des personnes, on organise en fonction du temps de travail qui était prévu. Donc ça veut dire qu'il y a une adaptation de l'action de formation aussi à la personne. S'adapter aux personnes, c'est un des fondamentaux en fait du projet. C'est s'adapter aussi à la période ou au moment où les personnes elles sont le plus disposées à aller en formation. Et pour permettre en fait de raccrocher les personnes aux actions de formation, souvent on est amené à leur proposer des formations courtes, ce qui fait que ça leur donne de l'appétence pour pouvoir engager des fois des parcours un peu plus conséquents. Mais des formations courtes, techniques, souvent entre 7 et 14 heures pour les premières, permettent à la personne aussi de démystifier en fait cette question de la formation et de voir que la formation adulte, c'est pas repartir à l'école, que c'est pas être en groupe assis dans une salle avec table et chaise, quoi. C'est donner une autre image de la formation. Pour certains salariés, le BE est un tremplin. Cet emploi leur permet de basculer vers une autre entreprise, souvent locale. D'ailleurs, sur certains territoires, les EBE et les entreprises locales communiquent ensemble pour faciliter le passage des EBE aux entreprises locales. En ce sens, l'embauche en EBE et les formations que les salariés peuvent suivre sont un atout pour l'économie locale. Quand il y a des actions de formation qui sont mises en place, ça sert l'emploi actuel, mais ça peut servir aussi l'emploi futur. C'est-à-dire qu'une fois que la personne elle s'est stabilisée et qu'elle a repris confiance en elle, de toute façon, elle va étudier les autres opportunités d'emploi du territoire. Et du coup, elle va s'autoriser à postuler, à essayer de trouver un autre emploi. Et ces compétences qui sont développées pendant le temps de leur passage en entreprise à but d'emploi, même s'il n'y a pas de couperet qui dit vous avez 6 mois pour vous former et après votre contrat se termine, en fait, c'est la personne qui va prendre l'initiative de postuler ailleurs, quoi. Il reste que la formation a un coût, et ce coût peut représenter un frein. C'est un problème qui a été soulevé au cours de la première phase de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. L'expérimentation n'a pas de budget consacré à la formation des salariés des EBE. C'est donc à chaque entreprise d'investir une partie de son chiffre d'affaires dans la formation de ses salariés. Sauf que leur chiffre d'affaires est limité. Ce problème a été en partie résolu avec le déploiement du PIC. Les entreprises à but d'emploi ont été en difficulté pour arriver à financer, puisqu'il n'y avait pas de budget spécifique dédié en interne. On voit bien que le modèle économique se cherchait encore jusque-là, donc c'est une expérimentation qui est quand même récente. Donc en fait, nous avons négocié la possibilité pour les entreprises à but d'emploi et particulièrement pour les personnes issues de la privation d'emploi de pouvoir émarger au PIC, au plan d'investissement dans les compétences qui sert à l'insertion par l'activité économique. Avec cette expérimentation, c'est l'emploi qui mène à la formation et au développement des compétences et non l'inverse. Et c'est vrai que depuis quelques années déjà, nous voyons bien que l'apprentissage sur le terrain est valorisé, surtout pour les personnes éloignées de l'emploi et les jeunes décrocheurs. Et ce n'est pas Pierre Gattaz qui dira le contraire. L'ancien président du MEDEF est un fervent défenseur de l'apprentissage par le terrain et sur le terrain. Vous savez, Benjamin Franklin a dit un truc formidable. Il a dit « Je te dis, tu oublies. Je t'apprends, il se peut que tu retiennes. Je t'implique, tu apprends. » Donc en fait, c'est l'implication qui permet d'apprendre son métier. Donc d'apprendre par les livres, ça peut fonctionner sur 5 ou 10% de la population. Mais ça ne peut pas fonctionner sur 100%. Moi, je crois beaucoup au terrain, je crois beaucoup à la solution entreprise, je crois peu aux formations théoriques. Pierre Gattaz est aussi le président de Business Europe, une confédération patronale qui agit en faveur des entreprises auprès de l'Union européenne. Il regarde donc beaucoup ce que font nos voisins européens. Et selon lui, même si elle va dans le bon sens, la France a un train de retard. C'est le succès de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. La Suisse a 70% de ses gamins de 17 ans en apprentissage. On devrait le dire tous les soirs aux 20h en France. C'est une voie royale, c'est une voie d'excellence, c'est une voie où on apprend les métiers. C'est une voie qui vous permet de progresser dans toute la hiérarchie. Et en Suisse, en Allemagne, en Autriche, vous avez des patrons qui sortent de l'apprentissage, tout simplement. Lui mise beaucoup sur ce mode de formation chez Radial, l'entreprise qu'il dirige, créée par son père et qu'il a développée. On aime bien les formules d'apprentissage ou d'alternance,
qui nous permet d'intégrer des gens. En plus, l'âge a été repoussé à 29 ans, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça nous permet en effet d'avoir un vivier de gens qui peuvent arriver, qui se cherchent un peu. Et le fait d'avoir un pied dans l'apprentissage et un pied dans l'entreprise, pour moi, c'est la meilleure des formations. Vous avez des jeunes qui sont passionnés parce qu'ils ont l'intelligence du cerveau et de la main, ce qui est très rare. Ceux qui vont au bac et qui vont dans les grandes écoles, ils ont que le cerveau. Bon, les apprentis, ils sont double intelligence. La main et le cerveau. C'est bien plus fort que le cerveau tout seul, bien plus fort. Et il nous manque des plombiers, des chaudronniers, des soudeurs, des informaticiens, des cuisiniers. Il nous manque tout en France. Bien sûr, la formation sur le terrain apporte une partie de la solution pour faciliter l'accès à l'emploi et réduire le problème des métiers en tension. Mais n'oublions pas que le développement des compétences ne peut pas tout résoudre. Ces métiers manquent avant tout d'attractivité. Ils sont souvent pénibles, pas toujours bien rémunérés, avec des horaires décalés. Les métiers manuels souffrent aussi de leur réputation. Ils ne sont pas valorisés comme ils le devraient. Le développement des compétences ne peut pas répondre seul à toutes les difficultés d'accès à l'emploi. Il y a d'autres obstacles importants, comme la mobilité géographique par exemple. C'est d'ailleurs ce que montrent les 2 dispositifs que l'on a pu suivre dans l'épisode. Pour améliorer l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi, il est nécessaire de travailler sur la cohésion territoriale. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver un épisode entier consacré à ce thème. Vous venez d'écouter Objectif Compétences, un podcast des acteurs de la compétence. Cet épisode a été monté par Anna Tayeb, il a été enregistré et mixé au studio La Fugitive. Audrey Largouette est la chargée de production d'Objectif Compétences. Le générique et la composition musicale sont signés Jean Thévenin. Objectif Compétences est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous.